Il suffit parfois d'une photographie, d'un regard un peu plus long que les autres, ou d'une complicité ancienne pour que le public commence à imaginer une histoire. Depuis quelque temps, le nom de Mireille Mathieu est ainsi associé à celui de Salvatore Adamo dans des commentaires, des publications et des pages consacrées au monde du spectacle. L'idée séduit immédiatement. Deux voix qui ont traversé le même demi-siècle, deux artistes devenus familiers à plusieurs générations, deux trajectoires marquées par la scène et par une fidélité presque obstinée à la chanson. Mais dans le récit qui nous est donné, une chose doit rester claire dès le départ. Il s'agit d'une rumeur, pas d'une relation amoureuse publiquement établie. Ce qui est certain dans cette histoire, en revanche, c'est l'ancienneté de leur proximité artistique, la tendresse avec laquelle ils parlent l'un de l'autre et, surtout, la manière dont cette hypothèse vient toucher un point sensible de la vie de Mireille Mathieu, la place qu'elle a toujours accordée à l'amour face à la musique. Car chez elle, cette question n'a jamais été simple. Elle ne se résume ni à une célibataire célèbre qui aurait choisi sa carrière, ni à une femme qui aurait simplement manqué l'occasion de se marier. Dans le récit de sa vie tel qu'il nous est présenté, chaque fois que le couple devient possible, quelque chose d'essentiel entre en conflit avec ce qu'elle considère comme non négociable. La première grande rupture se situe en 1974. À 28 ans, Mireille Mathieu aurait accepté la demande en mariage d'un riche homme d'affaires français. L'union semblait assez avancée pour que le mariage paraisse proche. Mais puis serait venu l'ultimatum. Une fois mariée, elle devrait quitter la scène, abandonner le rythme des tournées, devenir une épouse au foyer et avoir des enfants. Elle choisit alors de rompre les fiançailles. La phrase qu'on lui attribue résume le dilemme qui allait la suivre pendant des décennies. Elle ne pouvait pas partager ce qu'elle était parce qu'elle appartenait à la musique et au public. Cette décision peut sembler évidente aujourd'hui, surtout lorsqu'on la regarde depuis une époque où l'on défend plus volontiers l'autonomie professionnelle des femmes. Mais pour Mireille Mathieu, elle signifiait bien davantage qu'un désaccord conjugal. Elle avait grandi dans une famille où chaque ressource comptait. Aînée de 14 enfants, elle avait connu un logement exigu, précaire, et la nécessité de travailler très jeune. À 13 ans, elle avait quitté l'école pour entrer dans une usine d'enveloppes afin d'aider ses parents. Chanter n'était donc pas seulement un rêve, c'était aussi l'espace par lequel elle avait transformé la vie des siens. Renoncer à la scène aurait voulu dire renoncer à la liberté qu'elle avait gagnée après une enfance où elle en avait très peu. Cette enfance avait d'ailleurs laissé d'autres traces. Le récit évoque sa dyslexie, sa difficulté avec l'école et les humiliations liées au fait qu'elle était gauchère. Des religieuses auraient frappé sa main avec une règle lorsqu'elle écrivait de cette manière. Pour une enfant déjà complexée par les études, cette discipline brutale aurait associé l'apprentissage à la peur. Ce détail paraît éloigné d'une rumeur sentimentale apparue plus d'un demi-siècle plus tard. Pourtant, il éclaire une constante. Mireille Mathieu s'est construite en s'accrochant au lieu où elle se sentait légitime. Ce lieu n'était pas l'école, ce n'était pas la mondanité, ce n'était pas non plus, semble-t-il, la vie amoureuse ordinaire, c'était la chanson. Quand le succès arrive, cette certitude devient paradoxalement une nouvelle forme de contrainte. Johnny Stark, l'homme qui contribue à faire d'elle une vedette, n'est pas présenté seulement comme un mentor exigeant. Le récit le décrit aussi comme un manager autoritaire, obsédé par la protection de l'image publique de l'oiseau d'Avignon. Les fréquentations masculines doivent rester sous contrôle, les sorties sont surveillées, la vie privée est réduite au minimum. La jeune femme qui vient d'échapper à la pauvreté entre alors dans un univers luxueux où elle dispose de très peu de liberté concrète. Hôtel, train, avion, studio, scène, le décor change, mais la logique reste la même. On lui demande de fonctionner, de chanter, d'incarner une image, de ne pas fragiliser la machine. Cette surveillance explique pourquoi les histoires sentimentales attribuées à Mireille Mathieu sont si difficiles à lire comme de simples romances interrompues. Le récit mentionne notamment un jeune homme qu'elle aurait aimé profondément. Le père de celui-ci, ruiné par une grave crise financière, se serait suicidé. Le drame familial aurait désorganisé leur relation jusqu'à la rupture. Ce qui revient ici n'est pas seulement l'idée d'un amour perdu, mais celle d'une impossibilité à vivre pleinement la relation au moment où elle demandait précisément du temps, de la présence et une forme de disponibilité émotionnelle. Or, tout dans la vie professionnelle de Mireille Mathieu semblait aller dans la direction opposée. Ne pas s'arrêter, ne pas disparaître, ne pas décevoir. Les années 1970 sont aussi marquées, selon le récit fourni, par 2 accidents de voiture graves. En 1968, le véhicule dans lequel se trouvent Mireille Mathieu et Johnny Stark est impliqué dans un accident près de Paris.
Elle aurait souffert de blessures importantes au dos et aux côtes, avec une longue immobilisation et la crainte de séquelles lourdes. En 1974, un autre accident survient sur la route d'une tournée. Là encore, elle reprend sa carrière malgré des douleurs qui auraient persisté. Ces événements donnent un autre sens à son obstination. La scène n'est pas seulement ce qu'elle refuse d'abandonner pour un homme, c'est aussi ce à quoi elle revient après avoir été physiquement empêchée d'y monter. Dans les années 1980, une seconde possibilité de mariage apparaît dans le récit. Mireille Mathieu aurait été très proche d'un maquilleur prénommé Jean-Pierre. Cette fois, il ne s'agit plus d'un ultimatum imposé par un fiancé, mais de l'usure créée par un mode de vie. Les tournées s'enchaînent, les absences deviennent la norme. La pression de l'entourage professionnel reste forte. La relation se défait sans grande déclaration publique. On pourrait regarder ces deux histoires séparément et conclure qu'elle n'a simplement pas rencontré la bonne personne. Mais mises côte à côte, elles révèlent autre chose. Le problème central n'est pas seulement l'homme choisi, c'est la structure même de la vie que Mireille Mathieu a accepté de mener. Cette structure avait un prix précis. Le succès lui avait permis d'acheter une maison à sa famille, d'aider ses parents et d'assumer une part importante des besoins de ses 13 frères et sœurs. Dès qu'elle avait commencé à gagner de l'argent, elle ne portait plus seulement sa propre carrière, elle devenait un pilier économique. L'échec n'était donc plus seulement personnel, et ralentir, se retirer ou prendre le risque d'une longue pause signifiait aussi fragiliser un équilibre dont dépendaient plusieurs proches. À 20 ans, l'idée de liberté pouvait ainsi prendre une forme étrange. Elle était libre de chanter, mais pas vraiment libre de s'arrêter. C'est dans ce contexte que la rumeur actuelle autour de Salvatore Adamo prend un relief particulier. Si le public y prête autant d'attention, ce n'est pas simplement parce que deux célébrités âgées seraient susceptibles de tomber amoureuses. C'est parce que Adamo appartient à un monde que Mireille Mathieu n'a pas besoin d'expliquer. Tous deux ont commencé à occuper massivement les scènes francophones dans les années 1960. Ils ont connu les plateaux de télévision où la chanson populaire était un rendez-vous national, les tournées interminables, les changements de mode, les périodes où leur style semblait indémodable, puis celles où ils paraissaient soudain appartenir à une autre époque. Leur proximité artistique s'est construite sur une durée que peu de relations, professionnelles ou privées, peuvent revendiquer. Le mot « amour » devient alors ambigu. Il peut désigner une romance, mais aussi une confiance forgée au fil des décennies. Une forme de reconnaissance mutuelle, le soulagement d'être compris sans devoir raconter toute sa propre histoire. C'est précisément là que les spéculations prennent naissance. Quand deux personnes se connaissent depuis plus de 50 ans, qu'elles se retrouvent régulièrement dans le même univers musical et qu'elles affichent une affection sincère, certains observateurs veulent voir davantage. Pourtant, rien dans le récit fourni ne permet d'affirmer qu'une relation sentimentale entre Mireille Mathieu et Salvatore Adamo a été confirmée. La question intéressante n'est donc pas de transformer le soupçon en certitude. Elle est de comprendre pourquoi cette hypothèse paraît si crédible aux yeux d'une partie du public. La réponse tient probablement à l'image actuelle de Mireille Mathieu. À 80 ans, en 2026, elle est décrite comme toujours célibataire, sans enfant, encore profondément attachée à la scène. Pendant longtemps, ce choix pouvait être présenté comme le prix glorieux d'une vocation. Avec l'âge, le même choix change de couleur. Les proches disparaissent, les tournées deviennent plus difficiles physiquement et le silence d'une maison n'a plus la même signification qu'à 30 ans. Le récit lui attribue des moments de mélancolie lorsqu'elle observait des collègues entourés d'enfants et de petits-enfants, tandis qu'elle rentrait vers une existence plus solitaire. Cette mélancolie ne prouve pas qu'elle regrette toute sa vie. Elle montre seulement qu'une décision juste à un moment donné peut avoir, des décennies plus tard, des conséquences auxquelles on ne pouvait pas entièrement se préparer. Le centre affectif de cette existence n'a d'ailleurs pas été un mari. Il a longtemps été sa mère, Marcel Mathieu. Dans une fratrie aussi nombreuse, la figure maternelle représentait bien plus qu'un lien familial ordinaire. Elle incarnait la continuité entre la petite fille d'Avignon et la vedette internationale. Pendant des décennies, Marcel accompagna sa fille, assista à ses concerts et occupa cette place stable que le monde du spectacle ne pouvait pas offrir. Quand elle meurt en mars 2016, à 94 ans, la perte bouleverse Mireille Mathieu. Le récit évoque une période de profond abattement, des concerts interrompus et l'idée même d'abandonner le chant. Cette disparition modifie profondément la manière de comprendre la solitude de la chanteuse. Jusque-là, ne pas avoir fondé de foyer ne signifiait pas forcément vivre sans famille. Mireille Mathieu était entourée d'une mère très présente, d'une immense fratrie,
de collaborateurs historiques et d'un public fidèle. Mais la mort de Marcel fait disparaître le centre de gravité. Le récit donne une image forte. Une chaise vide, conservée au premier rang en souvenir de la place occupée par sa mère. Qu'elle soit lue comme un rituel intime ou comme un symbole de scène, cette chaise dit quelque chose que les discours sur le célibat ne dispensent pas. L'absence devient visible. À partir de là, la possibilité d'un lien tendre avec quelqu'un comme Salvatore Adamo paraît toucher une attente particulière du public. Non pas celle d'un conte de fées tardif, mais celle d'une présence capable de partager les mêmes souvenirs. Il existe des choses que seuls ceux qui ont vécu la même époque comprennent immédiatement. La pression d'une télévision toute puissante, les départs en tournée sans téléphone portable, le passage de la chanson sur vinyle au monde numérique, l'expérience de voir disparaître un à un des collègues qui constituaient autrefois un paysage entier. Adamo, dans cette lecture, n'est pas seulement un homme. Il représente un témoin du même temps. Ce besoin de témoin devient plus sensible encore à mesure que les pertes s'accumulent. Johnny Stark meurt en 1989. Pour Mireille Mathieu, le choc est complexe. Le récit insiste sur la crise qui suit. Cet homme avait contrôlé tant d'aspects de son existence qu'après sa disparition, la chanteuse découvre à quel point une partie de sa vie quotidienne avait toujours été organisée par d'autres. Elle avait appris à tenir une scène internationale, mais pas nécessairement à effectuer seule des tâches ordinaires. Cette dépendance pratique illustre le paradoxe de son parcours. Une femme perçue comme extrêmement forte pouvait rester vulnérable dans des domaines banals que sa carrière ne lui avait jamais laissé le temps d'apprivoiser. Puis d'autres noms quittent le paysage. Charles Aznavour, Johnny Hallyday et plusieurs compagnons de route disparaissent. En août 2026, le récit mentionne également la mort d'Olivier Échaudemaison, maquilleur et proche de longue date, qui avait participé à la construction de son image. À chaque disparition, ce n'est pas seulement une relation qui s'éteint, c'est aussi une partie de la mémoire partagée de sa carrière qui n'a plus de témoins directs. À un certain âge, la solitude ne se mesure plus uniquement au nombre de personnes présentes autour de soi, elle se mesure au nombre de personnes encore capables de dire « j'étais là moi aussi ». À 80 ans, le corps impose désormais ses propres limites. Le récit évoque une arthrite importante aux hanches et aux genoux, une marche plus lente et, à certains moments, l'usage d'une canne ou l'aide d'un proche. Il indique aussi qu'elle refuserait une opération de remplacement articulaire, par peur de la chirurgie et par volonté de continuer à se tenir debout sur scène. En 2023, une infection pulmonaire aurait également nécessité une hospitalisation urgente, avec une inquiétude particulière autour de sa voix. Pour une chanteuse dont toute l'existence a été organisée autour du souffle, de la scène et de la régularité, une menace respiratoire ne touche pas seulement la santé. Elle touche l'outil à travers lequel elle s'est définie. C'est ici que la phrase prononcée ou rapportée des décennies plus tôt prend un sens nouveau « je ne peux pas me partager ». À 28 ans, elle signifiait probablement « je ne renoncerai pas à chanter pour devenir l'épouse que vous exigez ». À 80 ans, elle peut se lire autrement. Mireille Mathieu s'est effectivement donnée entière à une trajectoire, mais une vie entière ne reste jamais identique à elle-même. La vocation qui protège peut aussi isoler. La discipline qui libère peut devenir une habitude impossible à abandonner. Et le public, qui a reçu tant de chansons, commence inévitablement à se demander ce qu'il reste à la femme lorsque le rideau tombe. Quand ? Et c'est précisément pour cela qu'un amour tardif, s'il existait un jour, ne pourrait probablement pas être raconté comme un simple remplacement de la scène. Toute la vie de Mireille Mathieu a démontré l'inverse. Elle ne semble jamais avoir cherché quelqu'un pour la sauver de la musique. Le vrai défi aurait plutôt été de trouver une relation capable d'exister à côté d'elle sans demander sa disparition. C'est ce qui rend le nom de Salvatore Adamo symboliquement puissant dans la rumeur actuelle. Il n'a pas besoin qu'on lui explique ce que coûte une carrière longue. Il sait ce que signifie appartenir à une scène, à un public, à un calendrier, à une mémoire collective, mais il faut revenir au réel du récit. La proximité artistique et humaine entre deux chanteurs ne constitue pas la preuve d'une romance. Mireille Mathieu continue, d'après les éléments fournis, à présenter son amour le plus constant comme celui de la musique et du public. Elle n'a ni annoncé de mariage, ni confirmé une nouvelle relation. Le fait que certains internautes interprètent une complicité comme un signe sentimental dit autant sur notre besoin de donner une fin romantique aux grandes trajectoires que sur la vie privée des artistes eux-mêmes. Il serait d'ailleurs réducteur de considérer son célibat comme une histoire inachevée. La vie de Mireille Mathieu est remplie de liens avec sa mère, avec ses frères et sœurs, avec ses collaborateurs, avec des artistes de sa génération, avec les publics de plusieurs pays.
Ce qui manque dans cette architecture, c'est la forme traditionnelle du couple durable et de la descendance. Ce manque existe, elle l'aurait parfois ressenti, mais il ne résume pas son existence. Oui. L'erreur serait de croire qu'une éventuelle romance à 80 ans viendrait soudain réparer tout ce qui précède. Rien ne répare une enfance rude, une mère disparue ou des décennies de sacrifices. Une relation nouvelle, si elle existait, ne ferait qu'ajouter un état nouveau à une vie déjà complète dans ses contradictions. C'est peut-être pour cette raison que la rumeur avec Adamo touche autant. Elle ne promet pas nécessairement un mariage. Elle évoque quelque chose de plus simple et, à cet âge, peut-être de plus précieux. Être accompagné par quelqu'un qui connaît déjà le décor, quelqu'un qui se souvient des mêmes studios, des mêmes villes, des mêmes tournées, des mêmes disparus, quelqu'un devant qui il n'est pas nécessaire de rejouer la légende parce qu'il a vu la personne avant que la légende ne devienne immobile. Pour Mireille Mathieu, le temps présent semble ainsi se jouer entre deux fidélités. La première est celle qu'elle a toujours revendiquée. Continuer à chanter malgré les douleurs, l'âge, les critiques et les changements d'époque. La seconde est plus silencieuse. Rester attachée aux personnes qui ont fait partie de son histoire, même lorsqu'elles ne sont plus là. La chaise vide associée à sa mère, les souvenirs des artistes disparus, la gratitude envers ses frères et sœurs, la proximité ancienne avec certains compagnons de scène forment un réseau affectif que le public ne voit pas toujours lorsqu'il se contente de demander « Pourquoi ne s'est-elle jamais mariée ?» La meilleure réponse n'est peut-être pas une phrase unique, elle se trouve dans les choix accumulés. À 13 ans, elle travaille pour aider sa famille. À 19 ans, elle entre dans un système qui transforme presque chaque minute de son existence en outil de carrière. À 28 ans, elle refuse un mariage qui exige qu'elle abandonne ce qu'elle a construit. Plus tard, une autre relation ne résiste pas à la vie de tournée. Après la mort de sa mère, elle découvre une solitude qu'aucune réussite professionnelle ne peut entièrement combler. Puis elle continue. Encore et encore. Ce n'est pas une vie sans amour, c'est une vie où l'amour a pris des formes que le récit romantique classique reconnaît mal. Alors, Salvatore Adamo est-il aujourd'hui plus qu'un ami pour Mireille Mathieu ? À partir des éléments fournis, on ne peut pas le présenter comme un fait. Ce que l'on peut dire, c'est que leur proximité de longue date offre au public un terrain idéal pour imaginer cette possibilité. Et surtout, cette possibilité révèle quelque chose de vrai sur Mireille Mathieu, même si la rumeur, elle, reste une rumeur. Après avoir passé sa vie à protéger son droit de chanter, elle entre désormais dans un âge où la question n'est plus de choisir entre la scène et l'amour, mais de savoir quelle présence peut encore trouver sa place à côté d'une vocation qui n'a jamais cessé. À la fin d'un concert, les applaudissements finissent toujours par retomber. Les musiciens quittent leur place, les techniciens rangent le plateau, le public se disperse. Mireille Mathieu, elle, reste liée à ce rituel depuis plus d'un demi-siècle. Si une nouvelle histoire devait un jour commencer, elle ne ferait probablement pas disparaître ce monde. Elle devrait apprendre à vivre avec lui. Et pour l'instant, c'est peut-être là que réside la vérité la plus fidèle au parcours raconté. La musique n'a jamais été le décor de sa vie. Oh non! Elle en a été l'engagement central. Tout amour qui voudrait s'en approcher devrait comprendre cela avant le reste.